Bonjour. Ce n'est pas sans paradoxe que je vous invite ce matin à réfléchir aux risques, aux dangers que fait peser sur nous, sur notre être ensemble, la prolifération des écrans. En effet, cela fait 2 ans que je m'adresse à vous par l'intermédiaire de la caméra ici présente de Bruno Wenzal et par l'intermédiaire de vos multiples écrans d'ordinateur. En effet, il ne faut pas minimiser la possibilité de transmission à distance, l'apport, l'intérêt de la possibilité d'une transmission à distance du savoir, la possibilité ou les effets de compensation que nous offre la technique moderne, notamment pour les personnes qui ne sont pas en mesure, pour diverses raisons, de se rendre en un lieu directement pour recevoir en face à face, si je puis dire, un savoir. Par ailleurs, avant de m'adresser à vous par l'intermédiaire d'une caméra, j'écrivais, j'écris toujours. Or, ce n'est pas non plus une relation directe. Moi-même, je lis beaucoup, et entre écriture et lecture, évidemment, nous sommes dans une relation, si je puis dire, d'esprit à esprit, et dans une certaine mesure, et même dans toutes les mesures possibles, il est bien évident que je peux me sentir bien plus proche, et dans une relation bien plus authentique avec Martin Heidegger, avec Marcel Proust, ou avec Charles Baudelaire, ou avec Arthur Rimbaud, qu'avec telle personne que je peux croiser quotidiennement et avec laquelle, malgré la présence effective de corps à corps, si je puis dire, il n'y a pas non plus de contact. Par ailleurs, on peut encore ajouter le fait que dans les moyens audiovisuels qui est nouveau, enfin nouveau depuis quand même quelques décennies, il y a une richesse qui est tout à fait sans précédent dans la possibilité de faire apparaître la personne de l'autre dans sa voix, notamment. Je crois que nous aurions perdu quelque chose de tout à fait décisif si nous n'avions pas, par exemple, la voix de Gérard Philipe nous racontant Le Petit Prince, ou bien nous s'incarnant si immémorialement dans le Cid de Corneille. Dans la voix, il y a quelque chose, dans la présence de l'autre, dans le corps de l'autre, qui est transmis, qui peut apparaître. Enfin on va y réfléchir justement, qui peut apparaître à travers un écran, il y a quelque chose de très supérieur, si je puis dire, ou en tout cas de très différent, disons plutôt les choses comme ça, de l'écriture. Vous avez tous fait l'expérience de la présence que la voix d'une personne, dont la voix d'une personne est porteuse. Pour ma part, et je suppose que je ne suis pas la seule à faire cette expérience-là, je n'ai pas de difficulté à regarder les photographies de personnes que j'ai aimées et qui ont disparu. En revanche, entendre la voix de ces personnes est tout à fait saisissant au point que cela me soit encore quelquefois insupportable. Donc il y a bien un effet de présence qui est tout à fait remarquable grâce à la diffusion des audiovisuels des connaissances aujourd'hui. Nous aurions incontestablement perdu quelque chose si nous n'avions pas certains documents nous montrant par exemple la personne de Céline. Voir Céline, entendre, lire que Céline a pu dire la mort est la grande inspiratrice, ce n'est pas la même chose que de le voir le dire. Et ce document-là, nous avons peu de documents de Céline, et puis bon, le personnage peut et nous est désagréable par toutes sortes d'autres aspects, bien entendu,
mais voir Céline dire cela avec quelque chose qui vient d'une profondeur qui n'a rien à voir avec un jugement intellectuel, c'est quelque chose qui est un apport considérable. Ce n'est donc pas évidemment ces aspects-là nouveaux, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. N'oublions pas également qu'il y a un effet de conservation possible, mais là nous touchons peut-être à quelque chose d'essentiel. Par exemple, Louis II de Bavière devenait fou entre deux concerts de Wagner parce qu'il ne pouvait pas se remettre le disque, si je puis dire. Il n'y avait pas de possibilité de répétition de la musique entendue. Donc, bien entendu, ces moyens-là sont tout à fait nouveaux dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas en minimiser l'importance. Sans doute en reste à faire la phénoménologie d'ailleurs de cette nouvelle transmission du savoir. La différence entre l'oral et l'écrit, puis l'écrit et la possibilité de transmettre à distance certains savoirs. Ce qui est en cause dans la prolifération des écrans, et lorsque je parlais du risque, pour commencer, que fait peser sur notre être ensemble la prolifération des écrans, c'est d'une autre nature. Enfin, c'est d'une autre nature. Peut-être que c'est en même temps au cœur même de la possibilité extraordinaire que je viens de mentionner que réside aussi le danger. Le risque, évidemment, nous le sentons tous, c'est l'éclipse de la présence de l'autre. C'est la dématérialisation des rapports. Et peut-être que j'insisterai davantage au fond sur l'idée d'éclipse de la présence, en essayant de comprendre de quelle présence il s'agit. Qu'est-ce qui disparaît dans la possibilité relationnelle engendrée par la prolifération des écrans? Alors pour ce qui est de la dématérialisation et de l'éclipse de la présence, nous avons maintenant diverses anecdotes à notre disposition. Une surveillante de mon lycée me disant récemment, bientôt avec ma voisine de bureau, nous nous dirons bonjour par ordinateur. Elle ne parlait pas de la pièce d'à côté, elle parlait du bureau, de la table voisine. Alors évidemment, il y a quelque chose de presque comique dans l'anecdote en question, mais l'aspect comique a tendance à occulter ce que comporte de tout à fait redoutable d'un point de vue moral et éthique. Je ferai peut-être une distinction entre les deux. Cette anecdote, de la même manière, un ami m'envoyait récemment un mail. Voilà, possibilité extraordinaire de relations à distance qui comporte aussi leur danger, me disant que son directeur se félicitait de la possibilité d'une déréalisation complète du rapport à la clientèle. Voilà, je vous lis ce message assez extraordinaire, parce que c'est ce que Heidegger appellerait un document ontologique. Voilà de quoi il s'agit, c'est-à-dire un document qui touche à l'être même de notre époque, qui est tout à fait significatif, typique de notre époque. Voilà ce que cet ami me transmettait comme message de son patron, en quelque sorte. Chers collègues, je suis heureux de vous annoncer qu'à partir de lundi prochain, les clients désireux de formuler une demande d'adhésion pourront signer numériquement cette demande. Cette évolution est l'avant-dernière étape vers le 100% dématérialisé de la demande d'adhésion en ligne qui s'achèvera, donc ça c'est vraiment le nec plus ultra, par la possibilité de glisser-coller les pièces jointes dans un espace dédié, c'est-à-dire dans un espace où plus personne ne se rencontrerait. Ça, c'est le summum de la dématérialisation, de la décorporation de l'autre, si je puis dire. Et enfin, une amie me racontait récemment qu'elle avait eu un rendez-vous avec son neveu, lequel neveu, vers 9 ou 10 heures du soir, lui dit « Excuse-moi, je te laisse parce que je dois aller voir mes copains. » Alors elle lui dit « Ah bon, à cette heure-là, tu vas voir tes copains. » Et en réalité, voir ses copains, ça voulait dire avoir rendez-vous par l'intermédiaire d'un ordinateur avec les copains en question.
Autrement dit, on pourrait très bien... alors évidemment, on perçoit complètement ce cas de tentant, aujourd'hui plus que jamais, alors pour diverses raisons. Hein, on peut très bien initier des rapports humains qui seraient de plus en plus dématérialisés pour toutes sortes de raisons, très bonnes, économiques en particulier, restriction de personnel. J'entendais récemment en parler de la mise en place d'un enseignement à distance dans une université, et avec le président de l'université qui en était absolument fier, et à certains égards, il a bien raison de l'être, mais avec cette possibilité d'une uniformisation, puisque un professeur pourrait s'adresser à de plus en plus de gens, et donc la multiplicité des enseignements reçus pourrait s'appauvrir encore plus considérablement que ce n'est sans doute déjà le cas. Donc, bien sûr, il va falloir réfléchir au danger que recèlent ces moyens nouveaux. En fait, je parlais tout à l'heure du risque moral. Risque moral, pourquoi ? Parce que l'absence de l'autre, c'est bien connu, peut être à l'occasion de violences involontaires ou inconscientes. Il y a un texte tout à fait saisissant de Bernanos, dans La France contre les robots, qui évoque les possibilités de violence dont sont porteuses dont est porteuse la mise à distance de toute chose. C'est bien connu, c'est plus difficile d'agresser quelqu'un en face à face que de le poignarder dans le dos, et c'est encore plus facile de lui tirer dessus que de le poignarder. Donc l'éclipse de la présence de l'autre dans sa dimension corporelle recèle une possibilité de violence d'une amplitude sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité, et Bernanos l'a senti de façon très forte, et il en parle de façon très imagée dans La France contre les robots. Je vous lis un extrait. Les routiers de la guerre de 100 ans, ou pis encore les compagnons de Pizarre, étaient assurément des bêtes féroces. L'heure du pillage était en ce temps-là, pour le soldat, l'heure privilégiée où toutes les choses peuvent se faire, entre guillemets. Quand toutes les choses peuvent se faire, il n'est pas nécessairement vrai qu'elles sont toutes possibles. Vous auriez demandé à un compagnon de Pizarre ou à Pizarre lui-même s'il se sentait capable d'égorger 10 petits-enfants. Il aurait peut-être répondu par l'affirmative, mais 20, mais 100. À défaut d'attendrir leur cœur, cette boucherie aurait probablement révolté leur estomac. Ils auraient fini par vomir sur leurs mains rouges. Ce vomissement plus ou moins tardif aurait marqué pour eux la limite de cruauté qu'on ne saurait dépasser sous peine de devenir un monstre irresponsable, un fou. Le premier venu aujourd'hui, du haut désert, peut liquider en 20 minutes des milliers de petits-enfants avec le maximum de confort, et il n'éprouve de nausée qu'en cas de mauvais temps s'il est, par malheur, sujet au mal d'avion. Voilà. Donc, évidemment, c'est une dimension extrême du phénomène dont je suis en train de parler, mais cette dimension extrême révèle toute la difficulté, tout le mal, donc dimension vraiment morale, dont sont potentiellement porteurs les mises à distance diverses dont nous sommes aujourd'hui les objets. Vous avez sans doute tous entendu parler des célèbres expériences de Milgram, par lesquelles cet anthropologue, sociologue américain a, dans les années 60, voulu tester la capacité d'obéissance aveugle à une autorité quelle qu'elle soit. Et pour parvenir à faire ce test, Milgram avait invité des gens à participer à une recherche sur la mémoire. Évidemment, il n'était pas annoncé qu'on allait tester leur capacité d'obéissance aveugle, et donc on demandait à quelqu'un de lire une liste de mots associés
que l'élève convoqué, hein, c'est donc la personne qui était devant l'individu testé, était supposée être elle aussi participer naïvement à l'expérience. Or, ça n'était pas le cas, donc on lisait une liste de mots associés, ciel bleu, arbre vert, puis les couples devenaient de moins en moins évidents. Et donc l'exercice consistait à relire les premiers mots, à faire relire les premiers mots et à demander à l'élève concerné de donner l'adjectif qualifiant ce premier mot. Et, disait-on très simplement à l'élève en question, à chaque fois qu'il y aurait une erreur, vous enverrez un choc électrique, hein, d'une intensité croissante et de façon assez impressionnante, 68% je crois, des personnes allaient jusqu'à 400 volts avec la personne qui était devant, qui ne bougeait plus et qui était supposée morte. C'était très troublant. Évidemment, ça n'était pas étranger au fait qu'on n'envoyait que, entre guillemets, des chocs électriques. Je vous rassure tout de suite, c'était un montage pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expérience. Et la personne qui était sur la chaise électrique, si je puis dire, était un acteur. Et ce qui est évident, c'est que cette obéissance était tout à fait reliée au fait qu'il n'y avait pas de contact direct. Alors, au cours de l'expérience, qui est absolument passionnante, elle peut soulever toutes sortes de questions éthiques, mais j'en parlerai peut-être une autre fois, mais pas ici. Il y avait toutes sortes de variantes, et notamment, on demandait à un moment au sujet testé d'aller remettre une électrode sur le corps de l'autre en disant « Ah bah oui, vous voyez, l'électrode là, c'est... » Donc le type qui était un acteur se débattait de telle manière qu'il faisait sauter une électrode et on disait à la personne testée « Allez remettre sur le corps de l'autre l'électrode en question. » Et là, le taux d'obéissance chutait considérablement. C'est-à-dire que la présence de l'autre est un interdit moral en soi. La présence, le regard, le visage, a dit Emmanuel Levinas, constitue en soi un interdit, plus fort même que la loi, la preuve. C'est-à-dire que, c'est toute la beauté de l'analyse d'Emmanuel Levinas, qui a fait apparaître que le visage de l'autre est en soi un interdit. Alors je vous lis quelques extraits de Éthique et Infini, où Levinas dit la chose suivante: il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence, et en même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. La relation au visage est d'emblée éthique, dit-il. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Le meurtre, il est vrai, est un fait banal. On peut tuer autrui, l'exigence éthique n'est pas une nécessité. L'interdiction de tuer ne rend pas le meurtre impossible. Néanmoins, le visage de l'autre est en soi, paradoxalement, non pas parce qu'il constituerait un rempart, mais tout au contraire parce que la vulnérabilité de l'autre constitue en soi un interdit. Bien sûr, si l'on a affaire à un monstre, Pizarre en particulier, il pourra tuer quelques petits-enfants, mais généralement, la vulnérabilité de l'enfant constitue en soi un interdit, sauf, bien sûr, si l'enfant est tellement mis à distance qu'on pourra tout à fait l'atteindre. Les textes de Levinas sont très beaux parce qu'il dit que le visage de l'autre est en soi une parole, et que la première parole que dit ce visage, c'est « tu ne me tueras pas ». Autrement dit, nous pressentons, alors vous avez tous entendu parler évidemment de ces passages à tabac à distance par les moyens informatiques sur Facebook ou autres, où c'est d'autant plus facile que bien sûr on a l'impression d'agresser personne. Personne n'est agressé et pourtant il y avait bien quelqu'un de réel derrière cette personne agressée. En fait, ce qui se joue dans l'éclipse de la présence de l'autre,
c'est l'impossibilité dans laquelle nous sommes placés de nous regarder. J'ai beaucoup travaillé sur la question du regard, et notamment sur le regard qu'on porte sur des personnes qu'on dit aujourd'hui, suivant la formule consacrée, en situation de handicap. Et depuis la rédaction du livre que j'ai fait sur cette question-là, Handicap pour une révolution du regard, j'ai beaucoup eu l'occasion, en tout cas, je me suis aperçu progressivement que les analyses de Sartre et de Heidegger se complétaient de façon extrêmement étrange. Ils ont parlé l'un et l'autre du regard à la même époque, à une époque tout à fait décisive, puisque c'est en 42 et 43, du regard. Et de façon très impressionnante, Sartre fait en quelque sorte la phénoménologie du regard moderne. Et qu'est-ce qu'il dit de ce regard? C'est que ce regard est une agression, hein, parce qu'en réalité, l'autre me fige dans un être définitif. Et au même moment, Heidegger, de façon très saisissante, faisait la généalogie, quant à lui, du regard moderne. Et ce regard moderne, effectivement, c'est quelque chose qui met à distance l'autre. Très curieux. Regarder, ça veut dire porter un jugement sur l'autre comme si moi-même je n'étais pas impliqué dans la relation. L'autre est mon pur objet. Et effectivement, dans ce cas-là, plus les moyens de mise à distance de l'autre seront forts, plus les violences perpétrées contre cet autre seront fortes. Or, ce dont je me suis aperçu dans le texte de Heidegger, alors lequel est ce texte? C'est un cours sur Parménide dont je vous ai déjà parlé, je crois, hein, mais auquel je reviens incessamment parce qu'il me semble porteur d'un éclairage sur la question du regard tout à fait décisif. Qu'est-ce qui m'apparaît de plus en plus dans ce texte? C'est que Heidegger fait apparaître que regarder, c'est toujours se regarder. Regarder, c'est pas du tout moi je suis là et puis toi tu es là et je porte des jugements avec mes représentations que je projette sur toi. Non, non, non. Regarder, c'est forcément entrer dans la présence de l'autre. Alors justement, Heidegger, de façon incroyablement éclairante et sans savoir ce que Sartre, de son côté, écrit du regard, à savoir que nous serions des sujets qui jugeons les autres. Alors effectivement, si à la télé je regarde quelqu'un, c'est ça qui se joue, c'est que je suis un sujet bien confortablement installé dans mon fauteuil et il n'y a aucun risque. En revanche, regarder véritablement, c'est entrer dans la présence de l'autre. Or, pourquoi ce serait embêtant de ne pas se regarder? Parce que regarder, au sens propre du terme, c'est respecter. Quelle est l'étymologie du mot respect? Le mot respect contient la racine spec, qui veut dire contemplation, considération attentive. Si je ne regarde pas l'autre, je ne le respecte pas. Et si je le regarde, contrairement à l'idée suivant laquelle regarder, ce serait être finalement comme derrière une vitre qui porterait sur l'autre une espèce de regard qui le fige et qui peut l'atteindre et qui éventuellement, l'ayant tellement déréalisé, peut le pulvériser. S'il n'y a pas une mise en présence véritable de l'autre, en fait, nous ne nous regardons ni ne nous respectons. Je vous lis un passage. Si l'homme ne fait plus l'expérience du regard qu'à partir de lui-même, effectivement, nous pensons que regarder, c'est porter, avoir une perception qui porte sur un autre. Voilà, je te regarde, c'est-à-dire que moi-même, je porte sur toi un regard. Si l'homme ne fait plus l'expérience du regard qu'à partir de lui-même, et conçoit le regard précisément à partir de soi, en tant que je et que sujet, le regard n'est plus alors qu'une activité subjective tournée vers des objets. Si l'homme, toutefois, possibilité de énoncer de ce que serait un véritable regard, si l'homme, toutefois, ne fait pas l'expérience de son propre regard, de ce qu'est le regard humain à travers la réflexion sur soi, de celui qui se représente lui-même voyant, si bien plutôt
laissant venir à lui sans la moindre réflexivité ce qu'il rencontre, il fait l'expérience du regard à l'aune du regard que lui lance l'homme qui vient à sa rencontre. Alors le regard de l'homme rencontré se révèle comme ce en quoi il attend lui-même de la venue de l'autre, c'est-à-dire se découvre lui-même comme tel et est. Le regard qui laisse venir à lui ce qu'il rencontre, le regard humain ainsi éprouvé, dévoile l'homme rencontré lui-même dans le fond de son être. Alors, c'est un texte évidemment un peu difficile, mais au fond, lorsqu'on y est attentif, assez limpide tout de même. Vous voyez, dans le véritable regard, il est question de laisser venir à soi, sans la moindre réflexivité, ce que nous rencontrons. On fait alors l'expérience du regard à l'aune du regard que l'autre homme me lance. Autrement dit, regarder l'autre, c'est avant tout, vous voyez, ça suppose un renversement de perspective qui est tout à fait saisissant. En fait, qu'est-ce que nous dit Sartre? À très juste titre. Nous avons l'impression que le regard de l'autre, ou les regards que nous-mêmes portons sur l'autre, met cet autre en danger. Et c'est comme ça que nous vivons le regard dans la modernité. C'est-à-dire, et d'ailleurs nous confondons le regard avec un jugement. Regarder l'autre, ça veut dire porter des jugements. Les représentations que nous avons sur l'autre, nous les projetons sur cet autre. Ce que nous dit ici Heidegger, c'est que le véritable regard est une coprésence, une co-émergence. Regarder, c'est pas du tout menacer l'autre, c'est se mettre en danger soi-même. Pourquoi ? Parce que regarder à proprement parler, c'est se rendre présent. C'est ça qui est essentiel. Alors vous voyez bien évidemment dans cette perspective-là quel est l'enjeu de cette dématérialisation qui nous pend tous au nez, c'est-à-dire l'impossibilité de nous rendre à proprement parler présent à l'autre. Regarder l'autre, c'est pas du tout l'autre qui est d'abord menacé dans la perspective que Heidegger nous ouvre, c'est moi-même. Pourquoi? Parce que je me rends présent. On a tous fait l'expérience de quelqu'un qui est à côté de vous, il est présent, mais en fait il n'est pas là. Si au contraire vous rentrez dans la présence de l'autre, à ce moment-là peut se produire une véritable rencontre qui vous prend dans son mouvement et où vous-même vous êtes impliqué. Or, rencontrer, c'est ça. C'est pas avoir l'autre par un écran. On peut effectivement appeler l'autre à aller rencontrer les autres, c'est ce que je vous engage à faire. Bien sûr, ne restez pas derrière vos écrans d'ordinateur. Allez-y, c'est plus fatigant de se rendre dans un lieu où, bien sûr, vous serez gêné par toutes sortes de choses si vous allez écouter un concert. Alors justement, je vais arriver à un exemple musical. Si vous allez écouter un concert, ce ne sera jamais aussi bien que sur le disque. Vous aurez le monsieur d'à côté qui tousse au moment crucial, en plein, au plus beau de Casta Diva, vous aurez le monsieur qui éternue à côté de vous. C'est très embêtant. Et en même temps, la présence musicale, comme la présence en général, ne peut se jouer que dans une mise en présence mutuelle. Regarder l'autre, c'est toujours se regarder mutuellement. Regarder, c'est pas d'abord voir l'autre, c'est soi-même se rendre présent à l'autre. Alors, j'en venais à un exemple musical magnifique, tout à fait éclairant par rapport à notre question de ce matin. C'est l'exemple que nous donne, lors d'une interview, Sergiu Celibidache, lorsqu'il parle du danger que fait, à son sens, peser sur la musique l'apparition du disque. Alors pour nous, évidemment, c'est complètement renversant. Nous vivons dans un univers de disques, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Louis II de Bavière était dingue de ne pas pouvoir réentendre Wagner entre deux concerts. Alors nous avons notre disque de Wagner à disposition et nous allons nous remettre indéfiniment Tristan et Iseult, etc., etc. Voilà.
Donc, pour nous, dire que le disque fait planer un risque sur la musique, c'est presque un non-sens. Écoutons pourtant Celibidache. Alors, l'intervieweur lui demande, il commence une question et tout de suite, Celibidache réagit, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui lui tient complètement à cœur. Votre fameux refus d'enregistrer, maître. Depuis qu'il y a des disques, il n'y a plus d'artistes. Il va fort. Hein. Depuis qu'il y a des disques, il n'y a plus d'artistes. Le disque standardise vos réactions. Avec le disque, vous perdez la possibilité de réduire. Alors, je vais essayer de vous expliquer sommairement ce que veut dire réduire chez Celibidache. Ça veut dire faire entrer en une unité, en quelque sorte. Je vais essayer de vous expliquer ça avec mes faibles moyens, mais si j'ai bien compris, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Dit par exemple, donc réduire, il s'agit de réduire d'abord la multiplicité. Question, réduire à quoi? À une unité quelconque, parce que notre conscience ne saisit qu'une chose à la fois. Le fait que notre conscience fonctionne ponctuellement porte en soi-même les conditions de la transcendance. Bon, laissons cette phrase un peu difficile, et voilà où je voulais en venir, et où surtout Celibidache veut en venir. Vous avez un accord de 17 instruments, et vous dites à la flûte, vous êtes bas. Bas par rapport à quoi? Par rapport à l'unité générale. Voici une dualité. Si le flûtiste joue un peu plus haut, s'il trouve la hauteur juste, il entre dans l'unité des autres. Il disparaît donc comme dualité. La multiplicité a été réduite, la partie est entrée dans le tout. Donc c'est cela que Celibidache appelle réduire. Donc, depuis qu'il y a des disques, il n'y a plus d'artistes. Le disque standardise vos réactions. Avec le disque, vous perdez la possibilité de réduire. Plus exactement, vous réduisez autre chose que dans l'espace vrai. Alors là, il va nous dire quelque chose de totalement essentiel sur ce qu'est la présence. L'acoustique est un phénomène qui a une incidence sur le déroulement des choses. Plus l'acoustique est riche, plus longue est la résonance. Plus la multiplicité des éléments à réduire est grande. Si j'ai beaucoup d'éléments à réduire, si les informations, donc si j'ai beaucoup d'éléments à faire entrer dans une unité, si vous avez compris ce qui me semble être le sens de ce que dit ici Celibidache, donc si j'ai beaucoup d'éléments à réduire, si les informations qui m'arrivent sont très riches, j'aurai besoin de beaucoup plus de temps pour les réduire. Est-ce que vous écoutez le disque dans l'acoustique où il a été enregistré ? Si on avait enregistré au Festival Hall le Requiem de Fauré tel que je l'ai dirigé, il aurait paru extrêmement lent. Il y a des ondes qui ne se forment jamais chez vous parce que vos murs sont trop rapprochés. Il y a des volumes qui ne naissent jamais parce que les conditions d'écoute sont différentes. Le tempo que vous avez entendu à Londres, compte tenu de la richesse des informations, peut-il correspondre à l'acoustique d'un appartement ? Il ne vous reste que la vitesse qui n'a rien à voir avec le tempo. Ça, c'est alors tout à fait passionnant. C'est-à-dire que la présence, alors c'est assez émouvant d'entendre ce chef d'orchestre de génie nous dire que sur des dizaines d'enregistrements, il n'y a eu à proprement parler que quelques moments musicaux. Alors évidemment, comme nous n'entendons pas comme Celibidache, nous avons tendance à trouver que tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Et de fait, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, il faut être très attentif à ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que la présence, c'est pas ce qui... Et c'est très normal, mais peut-être que ce serait trop long et trop difficile d'aller jusque-là. Au fond, nous, la présence, c'est ce que nous avons conçu comme ce qui est une fois pour toutes à notre disposition. C'est l'universelle mise à disposition de toute chose, dit Heidegger. C'est-à-dire qu'est présence, effectivement, j'ai mon disque et je vais pouvoir refaire jouer la présence indéfiniment. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on va faire. Avant de venir vous parler, j'étais dans ma voiture et j'écoutais Mozart.
Voilà. Et donc, c'est à ma disposition. Mais, ce faisant, nous manquons la présence à proprement parler qui ne peut se jouer que dans l'instant, peut-être. La présence qui s'incruste n'est plus la présence à proprement parler. Si nous étions privés de la présence à proprement parler, si au lieu d'aller dans des écoles recevoir un enseignement, si au lieu d'aller dans des concerts, voir entendre des musiques, si nous pouvions faire tout cela par l'intermédiaire d'un ordinateur, par ordinateur interposé, il n'y aurait plus de présence. Vous voyez, ce que dit Celibidache, c'est que un moment de musique, c'est le moment miracle, l'instant miracle, où on a trouvé le juste tempo qui s'accorde à la salle, aux musiciens ensemble, au public qui est là. Autrement dit, c'est quelque chose d'absolument unique. La présence, à strictement parler, elle n'est pas répétable. Quelque riches que soient les moyens de diffusion dont nous disposons aujourd'hui, qu'ils n'éclipsent pas cette présence qui ne peut être que ponctuelle. La présence, c'est toujours le miracle de l'instant. Si nous, de temps en temps, alors au fond, d'autres traditions savent mieux cela que nous, parce que nous sommes des conservateurs. Nous voulons avoir à disposition pour toujours et présent ce qui ne va jamais cesser. C'est exactement le contraire de la présence. La présence, c'est ce qui se donne miraculeusement dans l'instant. Et c'est pourquoi, après avoir essayé de vous faire toucher du doigt, et bien sûr c'est bien difficile, d'autant plus que je le fais par la médiation d'une caméra, évidemment, après vous avoir invité à toucher la présence à proprement parler, je vous dis à la prochaine fois et je vous invite évidemment à aller vous rendre dans tous les lieux possibles où pourront se manifester la présence.